Que se passe-t-il lorsqu'une personne qui peut tout acheter insulte quelqu'un qui n'a rien à perdre? Au cœur de New York, dans un restaurant si exclusif que son nom se prononce en chuchotant, une jeune serveuse nommée Isabella est sur le point de le découvrir. Elle essayait simplement de survivre. Il était Damian Sterling, un milliardaire, un titan de l'industrie, un homme dont le nom pouvait faire trembler les marchés. Ce soir-là, il la considérait simplement comme un autre élément invisible du décor. Pour impressionner ses amis, il l'insulta dans un italien courant et brutal, ignorant le secret qu'elle gardait. Il la traita de paysanne à la cervelle de poule. Il allait découvrir que cette paysanne parlait sa langue mieux que lui et que ses mots détruiraient dans son monde bien plus efficacement qu'ils n'avaient jamais détruit des entreprises. L'air au Veritas était différent. Ce n'était pas seulement la température, méticuleusement contrôlée pour être idéale, aussi bien pour un Bordeaux millésimé que pour les châles en cachemire de ses clients. Il était plus lourd, plus dense, saturé de l'odeur de l'argent, de l'ambition et de cette indifférence étudiée que seuls les vrais puissants pouvaient en s'offrir. Pour Isabella Rossi, une étudiante en histoire de l'art de 24 ans, cet air était vivant, mais jamais tout à fait confortable. Chaque soir, elle nouait les rubans de son tablier noir à mi-donner, se transformant de l'étudiante noyée dans les recherches sur le clair-obscur du Caravage en une pièce silencieuse et efficace de la machine d'un restaurant de luxe. Le Veritas n'était pas seulement un travail, c'était une étude anthropologique quotidienne et, plus important encore, une bouée de sauvetage. Les pourboires qu'elle recevait payaient le loyer de son minuscule appartement et, surtout, finançaient les soins privés dont sa grand-mère, sa nonna, avait besoin. La nonna, la femme qui l'avait élevée, dont les mains sentèrent l'ail et le romarin, glissait lentement dans le brouillard de la confusion que les médecins appelaient la maladie d'Alzheimer. Le coût de ses soins était une bête vorace, et le Veritas était le seul endroit où Isabella pouvait gagner assez pour la nourrir. Isabella était douée dans son travail. Elle était plus que douée. Elle était exceptionnelle. Elle possédait une grâce tranquille et une capacité presque surnaturelle à anticiper les besoins d'un client avant même qu'il n'en ait conscience. Un verre d'eau apparaissait comme par magie. Une serviette tombée était remplacée avant même que l'original n'ait touché les pétants tapis. Sa posture était une armure, polie jusqu'à l'éclat. La plupart des clients voyaient avant l'armure, pas la femme à l'intérieur, ils voyaient une servante, une extension du restaurant lui-même, et c'est exactement ainsi qu'elle le préférait. L'anonymat était sa sécurité, son arme secrète. La seule chose qu'elle n'indiquait jamais sur un CV était sa maîtrise parfaite de l'italien. C'était plus qu'une maîtrise, c'était un héritage. Ses grands-parents avaient émigré d'un petit village ensoleillé de Toscane. Bien qu'elle soit née en Amérique, ses premiers mots furent chuchotés dans le dialecte lyrique de leur maison. Son nonno, avant de mourir, la prenait sur ses genoux et lui lisait l'Enfer de Dante Alighieri. Sa voix, un grondement grave, lui enseignait la beauté et la puissance de la langue formelle. Sa nonna lui enseignait la langue du cœur, les proverbes, les chansons, les douces réprimandes. L'italien était la langue de son amour, de son chagrin, de sa mémoire. Au Veritas, c'était un super pouvoir silencieux et caché. Elle comprenait les remarques murmurées des touristes européens, les compliments charmeurs des designers italiens et les critiques grincheuses occasionnelles d'un voyageur nostalgique. Elle ne le laissait jamais paraître. Il valait mieux être sous-estimé. Ce soir-là, l'air au Veritas était particulièrement tendu. La réservation était au nom de Sterling. Un seul mot, mais suffisant pour provoquer une vague d'anxiété parmi le personnel. Damian Sterling n'était pas seulement riche, c'était un prédateur d'entreprise, une légende de Wall Street, célèbre pour ses OPA hostiles qui laissaient avancer des villes entières sans emploi. Sa société, Sterling Global Acquisitions, était un trou noir qui avalait les concurrents tout entiers, les démantelait et passait à autre chose. Il était tristement célèbre pour ses exigences et son tempérament, aussi tranchant et froid qu'un éclat de verre. Il avait la réputation de faire renvoyer le personnel pour la moindre infraction. « Table 7, Sterling, murmura Marco, le maître d'hôtel, en lissant sa cravate. Isabella, tu t'occupes de cette table, tu as les nerfs les plus solides. Isabella fit un signe de tête professionnel et tendu. Bien sûr, Marco. À l'intérieur, elle sentit un nœud de glace se former dans son estomac. Ce n'était pas exactement de la peur, mais un sentiment las d'appréhension. Les gens comme Sterling voyaient le monde comme leur terrain de jeu personnel et tous les autres comme des accessoires jetables. Elle prit une profonde inspiration apaisante, comme sa nonna le lui avait appris avant un examen. Elle afficha son sourire professionnel serein et s'approcha de la table où 3 hommes en costume sur mesure s'installaient dans leurs fauteuils. Elle n'en reconnut pas 2, mais le 3e était impossible à manquer. Damian Sterling était beau, d'une manière dure et prédatrice.
Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, sa mâchoire était ciselée, et ses yeux de la couleur d'une mer agitée ne manquaient en rien. Il parcourait dans la salle à manger avec un air de possession dédaigneuse. Il ne regarda pas Isabella lorsqu'elle s'approcha. Son attention était concentrée sur une conversation à voix basse avec le plus âgé de ses deux compagnons. « Bonsoir, messieurs, dit Isabella. Sa voix était calme et mesurée. « Bienvenue au Veritas. Puis-je vous proposer un apéritif pour commencer, ou peut-être de l'eau pour la table ?» Damien Sterling ne tourna même pas la tête. Il fit un geste de la main pour la chasser. Un geste qui disait « Va-t'en, les adultes parlent ». Le deuxième homme, plus jeune et avec une expression désireuse de plaire, lui lança un regard d'excuse. Le troisième homme, plus âgé, avec des cheveux argentés et un visage bienveillant qui semblait déplacé à côté de Sterling, lui offrit un petit sourire poli. « De l'eau gazeuse, s'il vous plaît », dit l'homme plus âgé. Son anglais était teinté du rythme chaud de l'italien. « Et une bouteille de votre meilleur Barolo Gaggia 2010, si vous l'avez. »« Excellent choix, monsieur », répondit Isabella, prenant une note mentale. Cet homme connaissait son vin. Elle se tourna pour partir, mais la voix de Sterling, tranchante et impérieuse, fendit l'air. « Et toi, dit-il, daignant enfin la regarder. » Ses yeux n'étaient pas seulement agités, ils étaient en effroi, l'évaluant comme si elle était un meuble qui n'était pas tout à fait à sa place. « Ne reste pas planté là, apporte le vin et apporte le pain maintenant. » Il n'y avait ni « s'il te plaît », ni la moindre trace de politesse. C'était un ordre. Isabella sentit la bouffée de colère familière monter dans sa poitrine, mais elle l'éteignit aussitôt. Elle était une professionnelle. Elle était là pour sa nonna. « Certainement, monsieur, dit-elle. » Son sourire ne flancha pas. Elle s'éloigna de la table, le dos droit, le pas mesuré. La bataille avait commencé. Elle ne le savait pas encore, mais ce n'était pas seulement une bataille pour sa dignité. C'était une bataille qui allait détruire des vies, à commencer par la sienne. Le dîner fut un exercice de tension soutenue. Isabella se déplaçait avec la précision fluide d'un chirurgien. Chacun de ses gestes était délibéré et impeccable. Le Barolo Gaggia fut présenté et décanté avec une grâce experte. La corbeille à pain, remplie de focaccia chaude faite maison et de pain au levain, fut silencieusement placée sur la table. Pourtant, rien de ce qu'elle faisait n'était juste aux yeux de Damien Sterling. Il était en représentation. Ses invités, comme elle l'avait compris, étaient des hommes d'affaires italiens qu'il essayait soit d'intimider, soit d'impressionner. Le gentleman plus âgé était Lorenzo Bellucci, le patriarche d'un empire florentin respecté du cuir. Le plus jeune était son fils Matteo. Sterling était clairement le prédateur tournant autour d'une acquisition potentielle, et le dîner était son terrain de chasse. Isabella n'était qu'une partie du paysage qu'il devait gérer, et il la traitait avec le même respect qu'il aurait accordé à un insecte gênant. Lorsqu'elle lui versa le vin pour qu'il le goûte, il le fit tourner, le sentit avec un air exagéré de connaisseur, et fit une grimace de léger dégoût. « Il est plus chaud qu'il ne devrait l'être, déclara-t-il. Sa voix était suffisamment forte pour que les tables voisines l'entendent. « Vous venez de le sortir d'une étagère dans la cuisine ?» Isabella garda une expression calme. « Notre cave est maintenue à une température constante de 13 degrés, monsieur. Je peux vous assurer que la bouteille a été apportée il y a quelques instants, lorsque vous l'avez commandée. » Il lui fit signe de la main. « Bon, ça ira. » Lorenzo Bellucci prit une gorgée de son verre. Ses yeux se fermèrent de plaisir. « Le vin est parfait, signor Sterling, absolument parfait. Mes compliments au sommelier. » Il adressa à Isabella un bref sourire bienveillant, un petit acte de solidarité qui ne passa pas inaperçu. Sterling se contenta de grogner. La condescendance se poursuivit avec les entrées. Il se plaignit que son prosciutto était coupé trop épais. Il renvoya son risotto, affirmant qu'il était pâteux. Pourtant, Isabella savait pertinemment que le risotto du chef Antoine était légendaire. Chaque grain d'arborio et de carnaroli était une perle crémeuse parfaite. À chaque fois, Isabella répondait avec une politesse imperturbable. « Tout de suite, monsieur. Et j'en informerai le chef, monsieur. » Son calme olympien semblait l'irriter plus que n'importe quelle argumentation. C'était un homme habitué aux réactions. La peur, la colère. Sa neutralité professionnelle était un mur qu'il ne pouvait pas franchir, et cela le frustrait visiblement. Elle se déplaçait autour de la table, un fantôme en tablier noir, remplissant l'eau, débarrassant les assiettes, tout en suivant la conversation. Son italien, affiné depuis l'enfance, lui permettait de saisir les nuances. Sterling était agressif, pressant Bellucci au sujet d'une fusion qu'ils étaient invisiblement réticents à envisager. Lorenzo Bellucci repoussait ses assauts avec un charme et une grâce d'un autre temps, tandis que son fils Matteo paraissait de plus en plus mal à l'aise.
Les plats principaux arrivèrent, 2 barres de mer magnifiquement poêlées pour les Bellucci et un énorme steak porterhouse pour Sterling. Quand Isabella posa le steak devant lui, sa manche l'effleura à peine. C'était un contact infime, mais Sterling recula comme s'il avait été brûlé. « Faites attention », aboya-t-il. Sa voix était un sifflement grave. « Mes excuses, monsieur », dit Isabella en reculant. C'est à ce moment-là qu'il décida qu'il en avait assez de son attitude imperturbable. Il voulait voir une fissure. Il voulait prouver à ses invités qu'il contrôlait tout et tout le monde dans son orbite. Il se tourna vers Lorenzo Bellucci. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres, et il passa à l'italien. Il supposait, comme la plupart des Américains arrogants, que le personnel de service était monolingue, un simple automate programmé pour servir. Son italien était courant, mais dur, dépourvu de la musicalité d'un locuteur natif. C'était l'italien des salles de conseil et des négociations brutales. « Regarde cette petite paysanne », commença-t-il, faisant un geste dédaigneux avec sa fourchette vers Isabella. Isabella se figea un instant. Elle lui tournait le dos, s'apprêtant à partir. Le mot « paysanne », contadina, l'avait touché au vif. C'était ainsi que les riches Italiens du Nord appelaient parfois les gens du Sud. Un mot chargé de mépris. C'était ainsi qu'on avait appelé son nonno lorsqu'il cherchait du travail à Milan pour la première fois. Sterling continua, encouragé par l'expression choquée de Matteo et le malaise silencieux de Lorenzo. Il pensait que leur réaction était due à son audace, et non à sa cruauté. « Bien sûr, elle pense qu'elle est quelqu'un avec ce long visage sérieux, » dit-il en se penchant vers Lorenzo. Sa voix prit un ton conspirateur et agaçant. « Mais elle a une cervelle de poule. Je parie qu'elle ne sait même pas qui nous sommes. Elle est juste un joli visage vide, là pour remplir les verres, rien de plus. » L'insulte resta suspendue dans l'air, épaisse et venimeuse. Il n'avait pas seulement insulté son intelligence, il avait réduit toute son existence à une fonction décorative et écervelée. Elle n'était rien. Un joli visage vide, une cervelle de poule, une paysanne. Chaque muscle du corps d'Isabella se tendit. Elle sentait le sang battre à ses oreilles. Des décennies de lutte de ses grands-parents, leur fierté de leur héritage, leur voyage en Amérique à la recherche d'une vie meilleure, tout cela était tourné en dérision par cet homme arrogant et cruel qui brandissait sa richesse comme une arme. Des années à ravaler sa fierté, à sourire aux clients impolis, à se rappeler que tout cela était pour sa nonna. Tout cela atteignait un point d'ébullition. Elle pouvait laisser passer. Elle pouvait partir. Et il ne le saurait jamais. Elle pouvait garder son travail, payer les factures et avaler le poison de ses mots. Ce serait la solution de sécurité. Ce serait intelligent. Mais ensuite, elle imagina le visage de son nonno, la fierté dans ses yeux quand elle récitait impeccablement un passage de Dante. Elle imagina sa nonna, même dans son brouillard, fredonnant de vieilles berceuses toscanes, et elle sut qu'elle ne pouvait pas. Certaines choses étaient plus importantes que le travail, même un travail aussi vital que celui-ci. Sa dignité n'était pas au menu. Elle prit une inspiration lente et délibérée. La salle à manger, avec son bourdonnement feutré et le cliquetis de l'argenterie, sembla disparaître. Il n'y avait plus que la table 7 et l'homme qui venait d'essayer de la déshumaniser. Elle se retourna. Quand Isabella se retourna, son visage était un masque de calme serein. Ses yeux, cependant, n'étaient pas sereins. Ils brûlèrent d'un feu froid et contrôlé. Pendant un instant, elle ne dit rien, laissant le silence s'étirer, laissant le poids des mots de Damian Sterling s'installer complètement. Matteo Bellucci avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Lorenzo Bellucci l'observait. Son expression était impénétrable, mais intensément concentrée. Damian lui-même avait une expression fugace de confusion dans les yeux, se demandant pourquoi la serveuse ne s'était pas simplement enfuie. Puis elle parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle transperça le bruit ambiant du restaurant avec la clarté d'une cloche. Et la langue qu'elle utilisa n'était pas l'anglais simple d'une serveuse de New York. C'était un italien impeccable, d'une formalité exquise, celui qu'on parle dans les universités et les salles du gouvernement, teinté de l'élégant accent roulé de Florence même. C'était l'italien de Dante, l'italien que son nonno avait chéri. « Signor Sterling », commença-t-elle, s'adressant directement à lui. Son regard était inébranlable. « Votre opinion sur mon intelligence, avec tout le respect que je vous dois, m'est complètement indifférente. » La mâchoire de Damian Sterling tomba. La fourchette dans sa main s'écrasa sur son assiette avec un cliquetis. C'était comme si une statue s'était soudainement mise à parler. Le choc sur son visage était absolu, un mélange d'incrédulité et d'horreur croissante. Isabella ne marqua pas de pause. Elle avait capté l'attention et n'allait pas la lâcher. « Cependant, continua-t-elle, sa voix prenant un tranchant cristallin, votre impolitesse est une insulte non seulement pour moi, mais aussi pour cet établissement.
pour le chef Antoine, qui a préparé votre repas, et pour vos invités, messieurs Bellucci, qui sont forcés d'endurer votre désagréable spectacle. » Elle déplaça son regard un instant vers Lorenzo Bellucci, un accusé de réception silencieux de la gentillesse qu'il lui avait témoignée, avant de verrouiller à nouveau ses yeux sur Damian. Le coup de grâce restait à portée. Elle fit un petit pas vers la table. Sa posture dégageait une dignité qu'aucun argent ne pouvait acheter. « Vous êtes un ignorant, dit-elle. » Sa voix baissa légèrement, devenant plus personnelle, plus aiguë. « Et pour votre information, je sais exactement qui vous êtes. Je n'ai pas besoin de lire les journaux financiers pour connaître le nom de Damian Sterling. » Elle se pencha juste assez pour que ses prochains mots ne soient les destinés qu'à lui, même si les Bellucci les entendraient en. « Vous êtes l'homme qui a orchestré l'OPA hostile et la destruction de l'entreprise textile Maretti dans la ville de Prato, il y a 6 ans. Une entreprise familiale qui employait près de 500 personnes. La reconnaissance puis la confusion traversèrent alors le visage de Damian. Maretti Textile était l'une des dizaines d'entreprises qu'il avait dépecées. C'était une note de bas de page dans son héritage de profit. Pour elle, c'était une blessure ouverte. Elle termina. Sa voix était chargée de la glace d'un fait froid et dur. « Je vois exactement qui vous êtes, monsieur Sterling. La question est, le voyez-vous » Elle repassa à un anglais parfait et sans accent pour la question finale et dévastatrice. Le changement linguistique était le dernier tour de couteau intentionnel, démontrant sa maîtrise des 2 mondes, alors qu'il était piégé dans sa propre ignorance. Silence. Il était absolu. L'univers entier semblait s'être contracté à l'espace autour de la table 7. Le visage de Damian Sterling passa du hâlé au blanc blême et maladif. Il avait l'air comme si elle l'avait physiquement frappé. C'était un homme qui avait bâti toute sa vie sur l'information, sur le fait de tout savoir sur ses adversaires, d'avoir 5 coups d'avance. Et il venait d'être totalement stupéfié par une serveuse qu'il avait considérée comme une paysanne, simple d'esprit. Non seulement elle avait compris son insulte, elle lui avait répondu par une leçon d'histoire qui touchait au cœur même de son identité, exposant le coût humain de son succès juste devant l'homme qu'il essayait de conquérir. Lorenzo Bellucci posa lentement sa serviette sur la table. Il regarda du visage abasourdi de Damian au visage fier et provocateur d'Isabella. Une expression tranquille de profond respect apparut lentement sur son visage. Il venait d'assister non pas à un acte d'insubordination, mais à un acte d'un courage incroyable. Le charme fut rompu par Marco, le maître d'hôtel, qui se précipita. Son visage était un masque de panique. Il avait vu l'agitation, la fourchette tomber, le silence stupéfait. Il ne voyait qu'une chose, une serveuse en train d'ennuyer le client le plus puissant et le plus vindicatif de New York. « Y a-t-il un problème, monsieur Sterling » demanda Marco. Sa voix tremblait légèrement. Il lança à Isabella un regard furieux et paniqué. Damian Sterling ne répondit pas. Il semblait incapable de trouver ses mots. Il se contentait de fixer Isabella. Son esprit tournait à toute vitesse, rejouant ses paroles, réévaluant toute la soirée, toute sa vision du monde en quelques secondes chaotiques et destructrices. La fille au joli visage vide avait un nom. Elle avait une histoire, et cette histoire était liée à la destruction des involtes et sans effusion de sang qu'il avait orchestrée depuis son bureau d'un gratte-ciel à des kilomètres de là. Isabella se tenait droite, le menton haut. Elle ne regardait pas Marco. Son attention était entièrement fixée sur Damian. Elle avait dit ce qui devait être dit. Elle était prête pour les conséquences. Ce fut Lorenzo Bellucci qui parla enfin. Sa voix était calme et autoritaire. « Il n'y a pas de problème, Marco. Cette jeune femme clarifiait simplement un point d'histoire locale pour monsieur Sterling. » Il se tourna vers Isabella, ses yeux pleins d'admiration. « Jeune signora. Très bien. Très courageux, mademoiselle. Très bien joué. » Venant d'un homme comme Lorenzo Bellucci, cet éloge était une bombe, mais il ne pouvait pas arrêter ce qui devait arriver. Marco, ne voyant que le visage cendré de son client milliardaire, fit un calcul rapide et brutal. Plaire au pouvoir, se débarrasser du problème. « Mademoiselle Rossi, dit-il, sa voix maintenant dangereusement basse et froide. Dans mon bureau, tout de suite. » Isabella fit un seul signe de tête sec. Elle se détourna de la table sans un autre regard pour Damian Sterling. Son dos était droit comme une barre d'acier. En marchant sur le tapis moelleux, elle sentit les regards de toute la salle à manger sur elle. Le faible bourdonnement des conversations s'était arrêté. Elle était devenue le divertissement involontaire de la soirée. Mais en marchant, elle n'éprouvait aucune honte. Elle ressentait une étrange légèreté libératrice. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas avalé le poison. Elle l'avait rendu. Dans le petit bureau encombré de Marco, le couperet tomba rapidement. « Tu es folle » siffla-t-il en fermant la porte derrière eux. « Tu as la moindre idée de qui c'est ? C'est Damian Sterling.
Il pourrait acheter ce restaurant et le transformer en son placard à chaussures personnelles sans même remarquer la dépense. Il pourrait faire sauter mon travail, ton travail, le travail de tout le monde d'un seul coup de fil. Il m'a insulté, Marco, dit simplement Isabella. Sa voix était vide d'émotion. Et ma famille. C'est Damien Sterling. Il peut insulter le pape lui-même. Marco faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux clairsemés. Je m'en fiche. S'il te traitait de diable en personne, tu souris, tu t'excuses, tu lui demandes s'il veut plus d'eau. C'est le boulot. Non, dit Isabella. Sa force nouvellement trouvée tenait bon. Ce n'est pas le boulot. Le travail, c'est le service, pas la servitude. Marco arrêta de marcher et la dévisagea. Son visage était un mélange de rage et d'incrédulité. Prends tes affaires, tu es renvoyé. Je veux que tu sois hors de mon restaurant dans 5 minutes. J'ai compris, dit-elle. Il n'y avait plus rien à dire. Elle se changea dans le vestiaire du personnel, quittant son uniforme. Ses mouvements étaient calmes et méthodiques. Les autres serveurs et le personnel de cuisine évitaient cependant son regard, chuchotant entre eux. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec une sorte de respect craintif. Elle avait fait ce dont ils avaient tous rêvé, et elle payait le prix qu'ils craignaient tous. Sortir par l'entrée principale du Veritas dans l'air frais de la nuit de Manhattan fut une expérience surréaliste. Les lumières de la ville semblaient en sons plus vives, les sons plus aigus. Elle était libre, mais elle était aussi à la dérive. La bouée de sauvetage avait été coupée. La bête affamée de ses factures médicales était toujours affamée, et maintenant elle n'avait plus rien pour la nourrir. La panique, froide et aiguë, commença à s'insinuer, remplaçant le feu vertueux qui l'avait soutenue. Qu'avait-elle fait ? Comment avait-elle pu être si imprudente ? Elle marcha pendant des pâtés de maison. L'énergie implacable de la ville contrastait violemment avec la peur creuse et grandissante en elle. Sa dignité était intacte, mais la dignité ne pouvait pas payer les médicaments. Elle ne pouvait pas payer les infirmières qualifiées de la maison de retraite. Retour à la table 7. L'atmosphère était glaciale. Matteo fixait son assiette. Damian n'avait pas bougé d'un muscle. Lorenzo Bellucci l'observait. Son expression était celle d'une évaluation perspicace. « Mais Damian, dit doucement Lorenzo en faisant tourner le vin dans son verre. C'était instructif. » Damian cligna enfin des yeux, revenant à lui. Il sentit une bouffée de honte chaude et inconnue lui monter au cou. Lui, Damien Sterling, avait été publiquement humilié, non pas par un rival d'entreprise, non pas par un journaliste hostile, mais par une serveuse. Et elle avait raison, sur son impolitesse, sur Maretti. Il se souvint de l'acquisition, une petite entreprise textile inefficace, une erreur d'arrondi dans ses rapports trimestriels. Il n'avait jamais pensé aux gens, à la ville, à un maître tisserand nommé Giovanni Rossi. Il se leva brusquement, jetant sa serviette sur la table. « L'affaire est annulée, Lorenzo. Je ne suis plus intéressé par le cuir Bellucci. » Lorenzo haussa un sourcil. Un faible sourire entendu apparut sur ses lèvres. « Oh, je ne savais pas que l'affaire avait vraiment été conclue. Je crois que c'est vous qui nous poursuiviez. Vous avez perdu l'appétit ?» Damien ignora la raillerie. Il regarda vers le poste du maître d'hôtel. Ses yeux scannaient le restaurant. « Où est-elle » exigea-t-il de Marco qui s'était précipité à nouveau vers la table. « Elle a été renvoyée, monsieur Sterling, dit Marco, désireux de plaire. Son comportement était inacceptable. Je vous présente mes plus sincères excuses au nom du Veritas. » Damien le dévisagea. Son expression se mua en un mépris total. « Tu l'as renvoyée » demanda-t-il. Sa voix était dangereusement douce. « Tu l'as renvoyée parce qu'elle s'est défendue contre mon comportement grossier ? Tu es un lâche. » Sans un mot de plus, il se retourna et sortit du restaurant, laissant les Bellucci et un Marco stupéfait dans son sillage. Il sortit dans l'air frais de la nuit et regarda dans la rue. Mais Isabella avait disparu depuis longtemps, avalée par la ville indifférente. Il était seul avec un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance, une honte profonde et déchirante, et quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau et de troublant, une curiosité intense et brûlante. Il devait trouver la femme qui avait tendu un miroir à son âme et lui avait montré le monstre. Pendant 2 jours, Isabella vécut dans un brouillard d'anxiété. Elle passait son temps à la bibliothèque, utilisant les ordinateurs gratuits pour postuler à tous les emplois de restaurants qu'elle pouvait trouver, des bistrots bon marché aux établissements 5 étoiles. Le problème était que le monde de la haute cuisine à New York était petit. Un appel à Marco du Veritas pour une recommandation serait une condamnation à mort. Son acte de défi l'avait effectivement mise sur liste noire. La peur était un goût métallique constant dans sa bouche. Chaque fois que le téléphone sonnait, elle sursautait, espérant un entretien, redoutant un appel de la maison de retraite concernant un paiement manqué. Pendant ce temps, Damien Sterling menait une guerre sur 2 fronts. Le premier était externe.
Il avait chargé ses meilleurs enquêteurs d'entreprise, les hommes qu'il utilisait habituellement pour déterrer des informations compromettantes sur les PDG rivaux, d'une nouvelle mission inhabituelle, trouver Isabella Rossi. Il leur donna son nom et son dernier lieu de travail connu. « Je veux tout savoir, ordonna-t-il, où elle vit, où elle étudie, sa famille, sa pointure, tout, et soyez discret. » La tâche s'avéra plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Elle avait un nom commun et une faible empreinte numérique. La Seconde Guerre était interne et elle était bien plus brutale. Ces mots résonnèrent dans sa tête. Elle l'avait appelé par son nom. L'homme qui avait détruit Maretti Textile. Lui qui était la fière de son contrôle l'avait totalement perdu. Il avait été cruel pour se divertir, et sa cruauté avait un nom et un visage. Pour la première fois, il sortit le dossier de l'acquisition Maretti. Il était épais, rempli de projections financières, de rapports de liquidation d'actifs et de marges bénéficiaires. Il n'y avait aucune mention de 500 employés. Ils étaient en une ligne dans la section « Réduction des effectifs », un concept abstrait. Il fixa le nom Prato sur le rapport, une ville qu'il avait vidée, et ne ressentit rien d'autre qu'un vide écœurant. Le 3e jour, le téléphone d'Isabella sonna. C'était un numéro inconnu avec l'indicatif de Manhattan. Se préparant à un autre refus, elle répondit. « Isabella Rossi ?» demanda une voix d'homme. Elle était douce, professionnelle et teintée d'un accent italien familier. « C'est moi, répondit prudemment Isabella. Je m'appelle Lorenzo Bellucci. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques soirs au Veritas. » Le cœur d'Isabella s'emballa. Pourquoi l'appelait-il ? Était-il lié à Sterling ? Était-ce une autre complication ? Oui, monsieur Bellucci, je m'en souviens. J'espère que je ne vous dérange pas, dit-il. Je voulais m'excuser pour les circonstances malheureuses de notre rencontre. Le comportement de mon collègue était odieux. Merci, monsieur, c'est aimable à vous. Ce n'est pas de la gentillesse, signorina, corrigea-t-il. C'est la vérité. Je voulais aussi vous dire que j'ai été profondément impressionné par votre courage et votre maîtrise de ma langue maternelle. Il est rare de voir une telle dignité et une diction florentine aussi parfaite à New York. Isabella resta silencieuse, ne sachant pas où il voulait en venir. « Je reste en ville encore 1 semaine, continua Lorenzo. Ma société, Bellucci International, étend ses activités aux États-Unis. Nous avons souvent besoin des services d'un traducteur expérimenté et d'un intermédiaire culturel. Quelqu'un qui comprend les nuances de l'étiquette des affaires, tant italienne qu'américaine. Quelqu'un qui, disons, reste imperturbable sous la pression. » L'allusion flottait dans l'air. L'esprit d'Isabella était en émoi. Une offre d'emploi. De sa part. « Monsieur Bellucci, je suis serveuse, ou j'étais. Je suis étudiante en histoire de l'art. » Vous êtes la femme qui a tenu tête à Damian Sterling et l'a fait passer pour un imbécile, répondit Lorenzo. Il y avait une pointe d'amusement dans sa voix. C'est une qualification plus impressionnante que n'importe quel diplôme de commerce. Je ne vous offre pas un poste de serveuse, je vous offre une opportunité. Mon assistant de direction vous contactera pour organiser une rencontre afin de discuter des détails, si vous êtes intéressé. Le salaire sera plus que suffisant pour que vous n'ayez plus jamais à dépendre des pourboires d'hommes arrogants. Les larmes montèrent aux yeux d'Isabella. C'était une bouée de sauvetage, lancée de l'endroit le plus inattendu. C'était une validation de ses actions, pas une punition. « Oui, souffla-t-elle. » Sa voix était chargée d'émotion. « Oui, monsieur Bellucci, je suis très intéressée. » 2 jours plus tard, Isabella était assise dans un bureau élégant et minimaliste, au 50e étage d'un gratte-ciel surplombant Central Park. Elle portait son unique tailleur d'entretien, une simple robe noire, mais elle ressentait une confiance nouvelle. Elle avait négocié un contrat avec Bellucci International. Son rôle serait celui de consultante, initialement sur la base de projets, pour aider l'équipe de Bellucci à naviguer sur le marché américain. Le salaire était stupéfiant. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois au Veritas pour une seule semaine de travail. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Damian Sterling était assis dans son propre bureau, bien plus grand, fixant un dossier. Ses enquêteurs l'avaient enfin trouvé. Le dossier contenait son adresse, son inscription à l'université de Columbia, son brillant dossier académique. Et il contenait des détails sur sa grand-mère, Maria Rossi, résidente de la prestigieuse maison de retraite Silver Creek Gardens. La dernière page du rapport était l'impression d'un email. C'était une offre d'emploi officielle à Isabella Rossi de la part de Lorenzo Bellucci, PDG de Bellucci International. Damian sentit monter en lui quelque chose de chaud et d'inconnu. C'était un cocktail complexe de rage, de frustration et d'un étrange respect forcé pour son vieil adversaire. Lorenzo l'avait devancé. Il l'avait trouvé en premier et, dans un coup de génie stratégique, l'avait embauché. Il avait pris la seule personne qui avait réussi à se glisser sous la peau de Damian et l'avait placé en plein cœur du monde des affaires qu'il dominait.
Elle n'était plus une serveuse qu'il pouvait retrouver et tenter d'acheter avec un gros chèque d'excuses. Elle était désormais un atout pour un concurrent. Le jeu avait complètement changé. La transformation fut immédiate et profonde. Isabella troqua son tablier noir contre les coupes nettes des tenues d'entreprise. Elle passa du silence respectueux du restaurant au bourdonnement énergique des salles de réunion et des sessions de stratégie. Son rôle initial de traductrice évolua rapidement. Lorenzo Bellucci, fin juge du caractère et du talent, reconnut son intelligence aiguisée. Elle ne traduisait pas seulement des mots, elle traduisait l'intention, la culture et le contexte. Elle pouvait lire les signaux subtils dans les négociations que les autres Américains dans la pièce manquaient complètement. Elle pouvait sentir l'hésitation, repérer un bluff, et sa compréhension de la psyché américaine s'avéra inestimable. Elle s'épanouit. Pour la première fois, elle était payée pour son esprit, et non pour son efficacité silencieuse et sa tolérance aux insultes. Le travail était exigeant, mais excitant. Et pour la première fois depuis des années, le nœud d'anxiété financière dans son ventre commença à se desserrer. Elle payait les factures de sa nonna non seulement à temps, mais à l'avance. Elle pouvait se permettre de lui acheter les couvertures en cachemire les plus douces et s'était abonnée à un service de télévision italien pour qu'elle puisse entendre la langue de sa jeunesse. Environ un mois après avoir commencé son nouveau travail, Lorenzo la convoqua dans son bureau. « Isabella, commença-t-il, nous avons une opportunité. Un partenariat potentiel avec le groupe Ashfort sur un nouveau projet de développement commercial de luxe. Les négociations finales ont lieu lors du bal annuel du commerce mondial au Metropolitan. Je veux que tu sois là. » « Bien sûr, dit Isabella. Mais il y a une complication, ajouta Lorenzo, l'observant attentivement. Le principal bailleur de fonds d'Ashfort sur ce projet est Sterling Global Acquisitions. Le sang d'Isabella se glaça. Damian Sterling. Elle ne l'avait ni vu ni entendu parler de lui depuis cette nuit-là, mais son nom était un fantôme qui hantait toujours les bords de sa vie. Elle avait espéré ne plus jamais le revoir. « Je vois, dit-elle. Sa voix était tendue. « Tu n'es pas obligé d'y assister, dit doucement Lorenzo. Je peux envoyer quelqu'un d'autre. » Isabella réfléchit un instant. L'ancienne Isabella, la serveuse, aurait fui, mais elle n'était plus cette personne. Elle l'avait affrontée une fois quand elle n'avait rien. Maintenant, elle était une consultante respectée de son rival. Elle n'était plus une servante. Elle était une joueuse sur le même échiquier. « Non, dit-elle. Sa détermination se raffermit. « J'y serai, c'est mon travail. » Le soir du bal, le Metropolitan Museum of Art était transformé en une constellation étincelante de pouvoir et de richesse. Isabella portait une robe bleu marine simple mais élégante, prêtée par la fille de Lorenzo. Elle se sentait à des mondes de distance de la fille qui frottait les taches de vin sur son tablier. Elle resta aux côtés de Lorenzo et Matteo, observant, écoutant et offrant des idées discrètes pendant qu'ils travaillaient, et puis elle le vit. Il était de l'autre côté de la grande salle, entouré d'une foule de gens. Tous tentaient d'attirer son attention. Il avait exactement la même apparence, incroyablement beau, dégageant une aura de pouvoir intouchable. Mais alors qu'il riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, ses yeux balayèrent à travers la pièce et, l'espace d'un battement de cœur, ils rencontrèrent les siens. Le rire s'effaça de son visage. Les gens autour de lui semblèrent en fondre. Pour lui, il n'y avait qu'elle, le fantôme de son humiliation passée, maintenant debout dans son monde, l'air posé et puissant. Il s'excusa brusquement auprès de son cercle et commença à marcher vers elle. Le cœur d'Isabella se mit à battre la chamade, mais elle ne bougea pas. Lorenzo posa une main apaisante sur son bras. « Monsieur Sterling, dit doucement Lorenzo, alors que Damian s'approchait, se positionnant légèrement entre Damian et Isabella. « Un plaisir inattendu, Lorenzo, dit Damian. Sa voix était un grondement grave. Ses yeux, cependant, étaient rivés sur Isabella. « Mademoiselle Rossi, vous semblez différente. » « C'est l'absence de plateau de service, monsieur Sterling. Ça fait des merveilles, ça, pour la posture, » répondit Isabella. Sa voix était froide et assurée. Quelque chose vacilla. Était-ce de la douleur ? Le regret traversa ses traits avant d'être remplacé par son masque gardé habituel. « J'ai essayé de vous trouver, dit-il. Sa voix était étonnamment brute. « Je voulais m'excuser pour mon comportement ce soir-là. C'était impardonnable. » « Excuse acceptée, dit Isabella, ne lui donnant rien. Si vous voulez bien nous excuser, nous avons une réunion avec le groupe Ashfort. » Elle fit un mouvement pour s'éloigner, mais sa voix l'arrêta. « Attendez, s'il vous plaît. » Le mot « s'il vous plaît » semblait étranger venant de ses lèvres. « Maretti Textile. Appartenait à votre grand-père. J'ai lu le dossier. Je sais ce que ma société a fait. » Isabella se retourna, sa curiosité piquée malgré elle. « Comme c'est gentil de votre part.
Moi, je l'ai vécu. J'ai regardé mon nonno, un fier maître artisan, dépérir parce que le travail qui lui donnait sa raison d'être avait disparu, délocalisé dans une usine qui pouvait le faire pour une bouchée de pain. Le dossier ne raconte pas ça. L'accusation resta suspendue entre eux, tranchante et indéniable. Damian parut, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, complètement perdu. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose d'autre, mais à ce moment-là, M. Ashford lui-même apparut, prêt à parler affaires. Le moment était perdu. Les négociations furent une danse tendue à trois entre Ashford, Bellucci et Sterling. Isabella resta en arrière-plan. Mais à un moment critique, alors que l'équipe de Sterling utilisait un jargon agressif et confus pour faire valoir un point, Isabella se pencha et murmura quelques phrases à l'oreille de Lorenzo en italien, clarifiant le piège caché dans le langage du contrat. Lorenzo sourit, hocha la tête, puis réfuta le point de Sterling avec une précision chirurgicale, sauvant ainsi sa société de millions de responsabilités potentielles. Damian observa l'échange. Ses yeux se plissèrent sur Isabella. Il avait tout vu. Il n'était pas seulement face à Lorenzo Bellucci, il était face à son intelligence, à sa perspicacité. Il l'avait rejeté comme une paysanne sans éducation, et maintenant ce même cerveau lui coûtait un levier dans un accord de plusieurs millions de dollars. L'ironie était aussi amère que profonde. Il avait créé son propre adversaire le plus efficace, et alors qu'il la regardait, confiante et brillante, aux côtés de son rival, son obsession de s'excuser se transforma en quelque chose de bien plus complexe et dangereux, un besoin écrasant et dévorant de gagner son respect. Les semaines qui suivirent le bal s'installèrent dans une nouvelle réalité étrange. Le projet commun entre Bellucci, Ashford et Sterling Global avançait, forçant Isabella à participer à une série de réunions à enjeux élevés où Damian Sterling était une présence constante et sombre. Il était le fantôme de l'homme qu'elle avait rencontré au Veritas. Le prédateur arrogant avait été remplacé par quelqu'un d'inquiétant, de calme et d'observateur. Lors des réunions, il s'en remettait à Lorenzo avec un respect tranquille. « Vos pensées, Lorenzo ?» Et quand Isabella proposait une analyse, il écoutait avec une intensité troublante. Ses yeux tumultueux fixés sur elle, absorbant ses mots. Lors d'une négociation particulièrement tendue sur les permis de zonage, l'un des jeunes cadres agressifs de Sterling tenta de bousculer Matteo Bellucci avec un flot de jargon juridique. Avant que Lorenzo ne puisse intervenir, Isabella prit la parole. Sa voix était calme et claire. Cette interprétation du sous-paragraphe 4b est intentionnellement trompeuse, déclara-t-elle, citant une ordonnance municipale spécifique qui contredisait son point. Le cadre rougit, prêt à riposter, mais Damian l'arrêta d'un seul regard froid. « Mademoiselle Rossi a raison, » dit Damian. Sa voix ne laissait aucune place à l'argumentation. « Refaites la proposition avec la référence correcte. » La salle tomba dans le silence. Damian avait non seulement pris son parti contre son propre homme, mais il l'avait fait publiquement, renforçant son autorité. Isabella restait méfiante, considérant son comportement comme une stratégie complexe à long terme, un nouveau type de jeu de pouvoir qu'elle n'avait pas encore déchiffré. Elle le gardait à une distance professionnelle. Sa politesse était un bouclier de glace impénétrable. Puis des choses étranges commencèrent à se produire. Les ondulations d'une pierre jetée dans un étang qu'elle ne pouvait pas voir. Le premier fut une enveloppe épaisse et crème, arrivée à son appartement du Queens, portant le logo d'une prestigieuse fondation caritative. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque à son nom. Le montant était stupéfiant. Il suffisait à couvrir les frais médicaux de sa nonna à Silver Creek Gardens pour les 5 prochaines années, avec suffisamment de reste pour rembourser intégralement ses prêts des étudiants. Il n'y avait pas de notes, pas de lettres, juste le chèque. Une peur froide se mêla à son incrédulité. De l'argent comme ça n'apparaît pas simplement. C'était une chaîne, et elle craignait de savoir qui ou quoi se trouvait à l'autre bout. Son premier appel fut pour Lorenzo, qui jura sur la vie de ses enfants que ce n'était pas lui. « Isabella, un cadeau comme celui-ci est un geste grandiose, dit-il. Mon style, c'est un contrat et une prime à la signature, pas de la magie anonyme. » Elle passa des jours à essayer de retrouver la fondation, engageant un ami assistant juridique qui se heurta à un mur. Le bienfaiteur était protégé par des couches de fiducie impénétrables et de comptes offshore. C'était de l'argent fantôme. À contre-cœur, hantée par son origine mystérieuse, elle le plaça sur un compte séparé. Un trésor de dragon qu'elle avait peur de toucher. Un mois plus tard, la deuxième vague. Une vieille amie de la famille de Prato, une femme qui avait travaillé aux côtés de sa nonna sur les métiers à tisser, lui envoya un lien vers un article du journal local. Le titre était « Le phénix de Prato ». Un bienfaiteur anonyme fait renaître une ville oubliée.
L'article décrivait un nouveau fonds d'investissement de plusieurs millions d'euros créé dans le but de revitaliser l'industrie textile et artisanale de la ville. Ce n'était pas de la charité, c'était un incubateur, offrant des subventions pour recycler les anciens tisserands aux méthodes modernes, du capital d'amorçage pour de nouvelles entreprises artisanales locales et finançant des apprentissages pour transmettre les compétences à une nouvelle génération. C'était un plan méticuleux et intelligent pour restaurer non seulement les emplois, mais aussi la fierté et la raison d'être. C'était un plan pour annuler les dégâts précis que Sterling Global avait causés. Isabella ressentit une sensation de vertige. Ce n'était pas seulement une expiation, c'était une résurrection. C'était trop spécifique, trop personnel. La preuve finale et indéniable arriva par un dimanche d'automne vif. Isabella rendait visite à sa nonna assise à son chevet et lui lisant de la poésie en italien. Sa grand-mère avait un jour de clarté. Ses yeux étaient sans clair, sa mémoire vive. Alors qu'Isabella partait, l'infirmière en chef, Carole, la prit à part avec un sourire complice. « Votre nonna était de si bonne humeur la semaine dernière, dit Carole. Elle a eu un visiteur, un gentleman très distingué. Il lui a apporté un bouquet de tournesol. » Isabella se figea. « Un visiteur ? Qui ? » « Il n'a pas donné son nom, réfléchit Carole. Il a dit qu'il était un vieil ami de votre grand-père, de passage. Il était si gentil, Isabella. Il s'est assis avec elle pendant 1 heure pendant qu'elle lui racontait des histoires sur Giovanni. Il parlait un bel italien, et il a juste écouté, comme si ses mots étaient dans la chose la plus importante au monde. Il a laissé ça pour vous en partant. » Carole tendit à Isabella une petite enveloppe simple. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. Elle ne contenait ni lettre ni chèque. À l'intérieur se trouvait une seule vieille photo en noir et blanc, légèrement décolorée sur les bords. C'était une photo de son nonno, Giovanni Rossi, prise des décennies auparavant. C'était un jeune homme rayonnant de fierté, debout devant un métier à tisser massif à l'usine Maretti. Ses mains reposaient sur la navette comme si c'était une chose vivante. Au dos de la photo, en lettres capitales nettes et précises, se trouvaient 3 mots qui la frappèrent avec la force d'un coup physique. « Je suis vraiment désolé. » C'était lui, le fond. Le fond pour Prato, les tournesols, l'écoute patiente des souvenirs d'une vieille femme malade. C'était entièrement lui. Ce n'était pas une stratégie d'entreprise. C'était une architecture silencieuse et colossale de remords, construite brique par brique dans l'ombre, ne demandant rien en retour. Le lendemain matin, elle n'appela pas. Elle prit le métro jusqu'à Midtown, entra dans le monument scintillant d'acier et de verre qu'était la Sterling Tower, et prit l'ascenseur silencieux et rapide jusqu'à l'étage du penthouse. Son assistante de direction, une femme à la coiffure sévère et à l'air de désapprobation permanente, se leva pour lui barrer la route. « Monsieur Sterling est en réunion. Avez-vous rendez-vous ? » « Il me recevra, » dit Isabella avec une confiance nouvellement trouvée dans sa voix. Elle dépassa l'assistante stupéfaite et poussa les lourdes portes en chêne de son bureau. Il se tenait près de la baie vitrée, une silhouette sombre contre le panorama tentaculaire de la ville qu'il possédait. Il se retourna quand elle entra, et le pouvoir, l'arrogance, le contrôle glacial qu'elle avait toujours vu en lui avaient en disparu. Il avait l'air fatigué, vulnérable et complètement exposé. « Isabella, dit-il, son nom comme une respiration. « C'était toi, dit-elle. » Sa voix tremblait légèrement. Ce n'était pas une accusation, c'était une déclaration de fait. Tout ça. Il n'essaya pas de nier. Il hocha simplement la tête, son regard était inébranlable. Tes mots ce soir-là au restaurant, ils ont été le catalyseur. Je suis rentré chez moi et, pour la première fois, j'ai sorti le dossier Maretti. J'ai vu le nom de ton grand-père sur une liste de réduction d'effectifs. C'était un numéro, mais tu en as fait un homme. J'ai commencé à regarder tous les dossiers, toutes les villes, tous les noms. J'ai passé ma vie à acquérir des entreprises, mais je n'avais jamais calculé le coût de ce que je démantelais. Il fit un pas hésitant, loin de la fenêtre, vers la lumière du bureau. Je ne pouvais pas simplement m'excuser. Les mots ne coûtent rien. J'ai bâti mon empire sur des chiffres, sur des actifs et des passifs. Alors j'ai décidé de rééquilibrer les comptes. L'argent pour ta grand-mère, c'était une compensation. Je savais que tu ne l'accepterais jamais directement de moi. Le fonds pour Prato, il s'agissait de restaurer la raison d'être, la chose même que j'avais volée à ton grand-père et à ses amis. Et rendre visite à ta nonna... Sa voix se brisa une fraction de seconde. J'avais besoin d'entendre parler de l'homme, pas du numéro. J'avais besoin de comprendre ce qui avait été perdu. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Ses mains pendaient inutilement à ses côtés. « Je n'ai rien fait de tout cela pour ton pardon, Isabella. Je te le jure, je ne le mérite pas. Je l'ai fait parce que tu as tendu un miroir, et je n'ai pas reconnu le monstre dévasté qui me regardait. » Isabella se tenait en silence, la vieille photo serrée dans sa main.
Elle regardait cet homme puissant et brisé, qui l'avait insulté, qui avait accidentellement détruit la vie de sa famille, et qui avait ensuite, avec la même concentration implacable qu'il appliquait à ses affaires, tenté de réparer le tissu du monde qu'il avait déchiré. La colère, qui avait été son bouclier pendant si longtemps, se dissipa simplement, laissant derrière elle une douleur brute et complexe. « Mon nonno, dit-elle doucement. » Sa voix était épaisse de larmes non versées. Il disait toujours qu'un homme n'est pas défini par les erreurs qu'il commet, mais par les efforts qu'il déploie pour les corriger. Un espoir fragile et désespéré vacilla dans les yeux tumultueux de Damian. Il ne parlait pas, ne bougeait pas, semblait à peine respirer. À cet instant, il n'était pas le milliardaire, le titan ou le prédateur d'entreprise. Il était juste un homme debout devant une femme, demandant une grâce qu'il savait ne pas avoir le droit d'exiger. Et tandis qu'Isabella regardait l'immense ville s'étendre derrière lui, elle réalisa que son monde, autrefois si petit et fragile, venait de devenir immensément plus grand. Ce qui l'attendait était un territoire terrifiant et inconnu, mais pour la première fois, elle ne regardait pas en arrière. Et c'est là que nous laissons Isabella et Damian, à la croisée des chemins de la rédemption et d'un avenir incertain. Ce qui avait commencé par une insulte cruelle dans une langue qu'il pensait être secrète, s'est terminé par une leçon qui a changé les fondements même de sa vie. C'est un rappel puissant qu'il y a de la force dans la dignité et que la voix la plus silencieuse peut créer l'écho le plus fort. Cela nous montre que la vraie richesse ne se mesure pas en action et en acquisition, mais dans le courage d'affronter nos propres défauts et dans l'humanité d'essayer de réparer les choses. Si cette histoire t'a touché, s'il te plaît, prends un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires de rédemption et de seconde chance. Et le plus important, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Nous avons tellement d'autres histoires à raconter. Merci d'avoir écouté.